Bonjour, bienvenue à cette présentation de Sedge dématérialisation des documents RH et de la dématérialisation des bulletins de paye. Je me présente, je suis Patrice Mérien, ingénieur d'affaires chez Oleap en charge de l'ensemble des solutions Sedge et je suis accompagné ce matin par Romain Léon de la société PeopleDoc qui sera en charge de la présentation de Sedge Démat RH et bulletins de paye. Ce que je vous propose, en fait, c'est de vous représenter le contexte de la dématérialisation des bulletins de paye et documents RH. Et puis après, on passera directement à la phase de démonstration avec Romain. Tout d'abord, juste un petit rappel sur les chantiers réglementaires qui vous ont impacté depuis maintenant plus de 2 ans. Alors, historiquement, si on parle chronologiquement, c'est plutôt la loi travail et sur le bulletin de paye électronique. Le prélèvement à la source, il y a maintenant 2 ans. Et puis le RGPD aussi, qui en date de mai 2018. Ce sont des sujets qui ont été impactants au niveau des services RH. Et donc, ce cadre réglementaire, justement, modifie pas mal de choses, notamment dans la relation avec les salariés et une notion importante qui est la confidentialité encore plus importante des informations côté paye et RH. Donc surtout, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait des données salariées et surtout comment on gère ce flux de données quand il est transféré d'un point A vers un point B, donc de la paye vers la DGFiP pour le prélèvement à la source, mais également vers un coffre-fort pour la partie de dématérialisation des bulletins de paye. Alors, je vais revenir sur quelques termes que je vais utiliser lors de cette présentation et que Romain Léon aussi va utiliser. Tout d'abord, BPE. Donc, en fait, sous l'acronyme BPE, c'est le bulletin de paye électronique. Une notion qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle la valeur probante, pardon, ou l'archivage probant. En fait, c'est de la lecture, hein, mais c'est les méthodes et moyens utilisés pour conserver électroniquement un document qui a été dématérialisé afin de garantir la pérennité, donc la durée dans le temps, la sécurité et son intégrité et sa non-répudiation. Alors, quand on parle d'intégrité, c'est le fait que le document est parfaitement conforme et n'a pas été modifié. Donc, il y a une notion de traçabilité. Et puis, la non-répudiation, c'est le fait de s'assurer qu'un contrat, notamment un contrat signé via Internet, ne peut être remis en cause par l'une des parties. Donc, on le verra parce que quand on parle de contrats et de signatures. En fait, en plus de la dématérialisation des bulletins de paye, vous le verrez tout à l'heure, on a la possibilité d'aller au-delà avec de la dématérialisation de documents RH et notamment de la signature, soit de contrats, soit d'avenants à des contrats. Le coffre-fort électronique, l'objectif, en fait, quand on met en place de la dématérialisation de bulletins de paye, c'est que les bulletins de paye soient transmis via un service parfaitement sécurisé et que ces bulletins de paye puissent être archivés facilement. Pardon. Donc le coffre-fort électronique, c'est un élément complètement sécurisé qui doit être approuvé par un organisme important et qui est partie prenante dans le cadre de la loi, c'est la Caisse des dépôts et consignations, parce que les bulletins de paye électroniques qui sont transmis via un éditeur et via un logiciel doivent être conservés pendant au moins 50 ans et jusqu'aux 75 ans du salarié. On verra qu'avec la solution Sedge, on va bien au-delà. Et enfin, un tiers de confiance, c'est un organisme qui est habilité à mettre en œuvre des signatures électroniques en reposant sur des technologies adaptées, mais pas forcément que des signatures électroniques. En fait, un tiers de confiance, il doit être aussi capable d'approuver par rapport à des normes et par rapport à des certifications qu'il a tous les éléments pour pouvoir assurer ce service. Alors, le contexte juridique,
Rappel de la loi El Khomri sur la mise en œuvre du bulletin de paye électronique. Le bulletin de paye est désormais, enfin, peut être désormais proposé aux salariés par défaut. Donc, ce qui est important de noter, c'est que le salarié n'a plus besoin de donner son accord préalable. Euh, donc, en fait, aujourd'hui, quand une société souhaite mettre en place la dématérialisation des bulletins de paye, elle a un devoir d'information auprès des salariés et des IRP, mais par contre, à partir du moment où on a respecté un certain nombre de règles d'information et de délais, elle peut mettre en place cette dématérialisation et le bulletin de paye deviendra par défaut le mode de distribution des salariés. Cependant, le salarié a toujours la possibilité de refuser, et si le salarié refuse le bulletin de paye électronique, il continuera de recevoir son bulletin de la manière dont vous opériez avant, donc soit par courrier, soit remise en main propre sous enveloppe. Alors attention, parce que si on met en place le bulletin de paye électronique, c'est l'employeur qui est responsable de la mise en œuvre de la solution, garantissant l'intégrité des données. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous partez de la paye Sage pour transmettre les bulletins vers un coffre-fort, c'est vous qui devez être responsable, qui êtes responsable de l'intégrité des données, donc des documents transmis. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez, que la solution choisie puisse prouver que le document, il vient bien de tel logiciel, qu'il a bien été créé à tel moment, et tout ça, il y a une notion de traçabilité. Et donc, si vous mettez en place comment dire, des bulletins de paye électroniques, ça ne doit pas passer par uniquement, et surtout pas d'ailleurs, par l'envoi d'un mail avec une pièce jointe. Ça, ce n'est pas considéré comme du bulletin de paye électronique. Le bulletin de paie électronique, il doit être remis aux salariés, mais mis à disposition dans ça implique une remise et le dépôt du document dans un espace personnel appartenant aux salariés et parfaitement sécurisé. Donc voilà, donc en fait, ce qui est important de noter, c'est le coffre-fort électronique personnel pour le salarié et opéré par un tiers de confiance. Donc, via cette slide, en fait, je reviens sur ce que je disais juste avant. En fait, avant la loi travail, eh ben, vous vouliez passer à la démat, comment dire, vous deviez avoir l'accord des instances représentatives du personnel. Et c'est le salarié qui disait oui, moi j'accepte de passer à la démat. Le bulletin de paye au format papier restait le format par défaut. Depuis la loi El Khomri, à partir du moment où vous, en tant que gestionnaire RH ou au niveau de la direction, vous décidez de passer à la dématérialisation des bulletins de paye, par défaut, on est en mode bulletin de paye électronique et le salarié a toujours la possibilité de refuser et du coup, s'il manifeste réellement son refus, vous le laissez en format papier. Alors, les changements pour les RH, je fais un petit rappel sur le règlement général pour la protection des données. Il est nécessaire en fait Enfin, tout cela implique une politique de confidentialité au niveau de la politique de confidentialité, pardon. La fonction RH, vous avez, vous, la lourde tâche de faire respecter les nouvelles réglementations, mais aussi de formaliser les droits pour informer les collaborateurs. Donc, en fait, le RGPD, ça renforce la transparence dans le traitement des données salariées ainsi que la responsabilité de l'entreprise. Si vous mettez en place de la dématérialisation de bulletins de paye, vous devez respecter justement le RGPD et on doit garder justement une confidentialité totale dans le flux d'informations. Et justement, il faut savoir que quand vous distribuez des bulletins, alors en format papier, enveloppe, de la main à la main, il y a un côté confidentiel qui est plus ou moins fort en fonction de vos process.
Mais si on met en place de la dématérialisation des bulletins de paye, là, le flux est complètement sécurisé et reste confidentiel parce que chaque salarié disposera de son coffre-fort sécurisé avec login et mot de passe. Donc après, c'est une question, c'est juste au salarié de faire respecter ou de garder ses mots de passe, surtout de ne pas les partager. Ensuite, ce qu'il faut, c'est justement que les processus RH soient bien sécurisés. Et si vous avez des documents RH à partager, au lieu de les partager uniquement par email, en les faisant transiter par un coffre-fort électronique, vous évitez le transfert de fichiers et potentiellement l'accès par un tiers à une boîte mail. Donc, cette notion, en effet, de sécurisation est extrêmement importante, que ce soit pour les bulletins de paye ou tout ce qui est documents RH. Alors, juste, oula, je suis allé un petit peu trop vite en besogne. Il faut juste que je remonte. Alors, les attentes, les attentes au niveau du bulletin de paye, quelles sont-elles? Au niveau du dirigeant, c'est de s'assurer que les bulletins de paye sont envoyés aux salariés en respectant un contexte légal. Côté RH, vous, ce que vous souhaitez, c'est gagner du temps et distribuer les bulletins en un seul clic depuis n'importe où. Donc, en fait, l'idée, c'est que même justement en période de télétravail, comme la période que l'on a vécue et que l'on vit encore, vous vivez peut-être encore par rapport à vos organisations internes, il faut que vous puissiez distribuer les bulletins de manière rapide, simple, sans être obligé de passer par des imprimantes quand on est à la maison. Donc l'idée, c'est de, même quand on est à la maison ou à distance, de pouvoir gérer la distribution des bulletins. Et pour le salarié, lui, il a des attentes aussi très fortes. Donc, bénéficier d'un coffre-fort personnalisé où il peut recevoir ses documents RH. Donc, quand on parle de documents RH, ça peut être les bulletins de paye, mais également des documents internes à l'entreprise, que ce soit un contrat, des informations liées à un service ou autre, et pouvoir stocker ces documents dans son coffre-fort, mais également stocker d'autres documents personnels. Quand on va un peu plus loin au niveau de la démat RH, les attentes, pour un dirigeant, l'objectif, c'est quand même de s'assurer de la conformité légale de ses dossiers salariés. Donc, les informations qui sont stockées au niveau de l'entreprise, vous puissiez vous les stocker dans des endroits, dans des coffres-forts d'entreprise complètement sécurisés. Donc, vous, en tant que gestionnaire RH, que vous puissiez accéder aux dossiers salariés partout, tout le temps et surtout de n'importe où. Et justement, donc on centralise l'information à un seul endroit et après, on la partage ou pas en fonction des droits et de votre organisation. Et pour le salarié, c'est de pouvoir disposer de ces documents RH, potentiellement de les signer sans se rendre au bureau depuis, pourquoi pas, un smartphone. Alors, par rapport à ça, quelle est la réponse proposée par Sage pour la dématérialisation? On va dire qu'il y a 3 niveaux, mais là, on va plutôt faire un focus sur les 2 premiers niveaux de l'offre Sage. Le premier, c'est ce qu'on appelle Sage dématérialisation des bulletins de paye, ou SDBP, qui est en fait le coffre-fort électronique. C'est la distribution pour vous en tant que salarié, en tant que gestionnaire RH, vous allez disposer d'un portail pour distribuer les bulletins de paye sur les coffres-forts, de pouvoir, à partir de cette application, de ce portail, pouvoir éditer les bulletins de paye des éventuels salariés qui auraient refusé la démat. Et surtout, le faire sans transfert de fichiers, c'est-à-dire que le flux, il est natif et transparent pour vous entre la PaySage et Sage dématérialisation des bulletins de paye. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation RH et signature électronique. En plus de dématérialiser des bulletins de paye, vous allez pouvoir disposer ou gérer ou proposer une gestion documentaire avec de la signature de documents et pouvoir partager ces documents dans le coffre-fort du salarié.
Le troisième niveau, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, c'est un portail RH et salarié. C'est plutôt orienté, on va dire, ETI ou grosse PME en fonction de ce que vous souhaitez faire. En tout cas, c'est la mise en place d'un portail qui permet de la relation, de l'échange salarié, gestionnaire RH comment dire, des systèmes de chat. Et donc, on optimise la relation ou la communication, en fait, entre le service RH et puis les salariés. On le verra lors de la présentation, mais les éléments déjà qui sont constatés, qui sont quand même très factuels, c'est de l'économie de temps, mais aussi de l'économie en termes de papier et aussi d'affranchissement si vous transmettez, vous générez vos bulletins par voie postale. C'est du gain au niveau de la productivité des équipes RH. Et c'est surtout après 100% conforme à la réglementation. Et puis les retours d'expérience des salariés qui ont aujourd'hui un bulletin de paye et un coffre-fort, en fait, aujourd'hui, tout le monde est satisfait. Enfin, on n'a plus besoin d'aller ranger ses bulletins de paye dans une armoire. Quand on a besoin d'y avoir accès, c'est en temps réel. On se connecte même via son smartphone à l'application et on accède à ces informations. Et puis surtout, vous, en tant que gestionnaire de paye et RH, c'est complètement intégré à cette GPay Génération Sensée. Voilà. Donc, rapidement, on va le revoir après dans la présentation de Romain. Le coffre-fort numérique salarié, donc ce qu'il faut noter, c'est que la solution qui est proposée par Sage, le coffre-fort électronique, il est personnel et il est à vie, donc ça va au-delà des préconisations et du cadre réglementaire qui dit que les bulletins doivent être conservés pendant 50 ans à la Caisse des dépôts. En fait, le salarié, il accédera à vie à son coffre-fort PeopleDoc. Le salarié dispose en plus, je dis bien en plus de ces documents, bulletins de paye et RH, il dispose de 10 gigaoctets d'espace personnel, donc d'espace de stockage, pour stocker tout type de documents. Alors, ça peut être des documents, ça peut être des photos, ça peut être des documents administratifs personnels, des relevés de compte qui pourraient venir stocker, enfin, tout type de documents qu'il jugerait utile, il peut se créer des bannettes et stocker ces documents. C'est 100% gratuit pour le salarié, même après son départ. Donc, un salarié qui quitte l'entreprise, qui recevait ses bulletins de paye sur cette dématérialisation SDBP via le portail PeopleDoc, il garde ses accès à vie, même après son départ. Et puis, Romain le précisera, mais le coffre-fort respecte les confidentialités et surtout avec un très haut niveau de certification et de sécurité. Vous avez l'avantage de pouvoir organiser le classement de vos documents RH selon vos règles propres, et de transmettre selon les droits et habilitations pouvoir permettre à différents collaborateurs, soit du service RH, soit pourquoi pas des managers d'accéder à certains documents. Donc, on colle la gestion documentaire RH à votre organisation. Et quand on parle d'organisation, ce n'est pas juste mono-société, c'est multi-société. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour la dématérialisation des bulletins de paye, si aujourd'hui vous avez plusieurs dossiers de paye à partir d'un seul portail et d'un seul portail web, vous allez pouvoir gérer plusieurs sociétés, donc pas besoin de se connecter N fois si vous avez N sociétés. Donc les contraintes juridiques, c'est par rapport aussi à des contraintes liées à des conventions collectives ou autres, vos contraintes en termes de société, et puis surtout, vous allez pouvoir adapter le classement ou la gestion documentaire par rapport à vos process internes et vos outils métiers. Voilà.
petit focus sur la signature électronique. Donc, on va le voir avec Romain tout à l'heure. Possibilité d'avoir un processus de signature sécurisé avec des certificats. Donc, on a vraiment une trace de la signature. Les contrats signés sont automatiquement transmis et stockés dans les coffres forts et peuvent être envoyés par email. Donc, en fait, on a vraiment une intégration complète entre les éléments qui sont signés, qui transitent par l'application et qui sont après stockés dans les différents coffres forts salariés et puis espace RH pour vous, gestionnaire de paye et RH. Vous avez la possibilité de désigner les différents types de signataires, en fait, quand on va avoir un multiniveau de signataires. Et puis, on a même possibilité de piloter des relances ou des dates d'expiration. Si un document n'a pas été signé en temps et en heure, bah, vous pouvez le relancer. On peut même organiser une relance automatique et puis mettre des dates d'expiration. Après cette présentation générale sur la dématérialisation des documents RH et des bulletins de paye, ainsi que la présentation de l'offre Sage, Romain, je te laisse la main pour cette présentation et la démonstration. Merci. Alors, là, je suis dans l'espace RH et donc je vais pouvoir me connecter et donc je vais avoir accès à différentes fonctionnalités de la plateforme qui sont dépendantes en fait, de mon rôle dans la société. Donc, on a plusieurs profils, on est capable d'adapter plein de profils et de créer des usages différents de la plateforme en fonction de la personne qui se connecte. Donc, première chose, comme on l'a dit, c'est que, bien évidemment, c'est un outil Sage. Donc, en fait, j'hérite de manière native, hein, au travers de ce qu'on appelle les API, donc des connecteurs informatiques. Je bénéficie donc de tous mes collaborateurs. Je vais synchroniser tous mes collaborateurs, toutes mes organisations. Et donc, ça va se faire de manière automatique. Je vais hériter de tout ça. Et donc, je vais pouvoir par la suite aller directement voir les dossiers de mes collaborateurs en cliquant sur le lien. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de voir comment on va être capable de digitaliser le bulletin de paye. Comment ça se passe au moment de la fenêtre d'édition de votre bulletin, c'est-à-dire que ça ne change absolument rien à votre traitement de la paye, hein, qu'on soit bien clair, on n'a pas vocation à modifier ce processus-là. Une fois que vous arrivez sur votre fenêtre d'édition, vous allez avoir deux coches sur la fenêtre d'édition qui vont vous permettre d'envoyer les bulletins directement sur la plateforme SDRH. Donc en fait, plutôt que d'envoyer vers l'imprimante ou d'exporter les données, ça va l'envoyer au travers de l'API et ça va créer dans la plateforme ce qu'on appelle un projet de distribution. Si je clique ici sur distribution, projet de distribution, je me rends compte, effectivement, je n'ai simulé un pour vous, bah, que j'ai un projet qui s'est créé et que ce projet il est en étape de validation. Si je mets ma souris, on a plusieurs niveaux dans un projet de distribution. Et en fait, comme il est créé automatiquement par votre système de paye, eh ben, il arrive directement en étape de validation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je clique dessus, c'est que tous les bulletins de paye sont arrivés sur la plateforme. Comme la plateforme connaît tous les collaborateurs, eh ben, en fait, elle va être capable de découper ce grand PDF de bulletin de paye et de attribuer à chaque fois à la bonne personne son bon bulletin de paye, même s'il fait une, deux, trois pages, ça ne change absolument rien. Par exemple, pour Pierre Lafont, je vais, côté entreprise, lui archiver un bulletin de paye, c'est-à-dire que dans son dossier collaborateur, côté RH, je vais archiver son bulletin de paye. Et pour le salarié, lui va le recevoir en électronique. Comme l'a dit Patrice, le collaborateur a la possibilité de refuser l'envoi électronique. Donc ça, il doit manifester son refus dans ce cas-là. C'est le cas de Jules Raisin qui, lui, va le recevoir en papier. Donc, ce que je peux faire dès maintenant, c'est de télécharger les regroupements papier. C'est-à-dire télécharger uniquement les bulletins de paye de ceux qui ont refusé. On parle aujourd'hui de taux de digitalisation de 90% en moyenne. Tous les nouveaux projets qu'on a en ce moment sont au-dessus de 90% du fait des circonstances actuelles et que tout le monde est conscient que la dématérialisation, c'est quelque chose d'important pour les années à venir. Deuxième chose que je suis capable de faire à ce moment-là, c'est d'ajouter une annexe non nominative. Vous savez, l'équivalent d'un journal d'entreprise, une note d'information, toutes ces choses que l'on ajoute au bulletin dans l'enveloppe aujourd'hui quand c'est en format papier et qu'on peut faire également en numérique. Donc ici, je fais ajouter une annexe non nominative et je suis capable d'ajouter cette fameuse note d'information qui arrivera dans le coffre-fort du collaborateur en même temps que son bulletin de paye. Sinon, je n'ai plus qu'à valider ma distribution. Je valide, j'appuie sur OK. Et donc là, comme on l'a vu sur les slides, le bulletin de paye va partir dans le coffre-fort du collaborateur. Je peux remettre ma souris là. On prépare les campagnes d'envoi. On envoie une notification au collaborateur pour lui dire bonjour Pierre Lafont, tu as un bulletin de paye dans ton coffre-fort électronique. Et en parallèle de ça, j'envoie
un bulletin de paye dans le dossier du collaborateur côté RH pour archivage, et j'envoie à la Caisse des dépôts et de consignation un autre exemplaire du bulletin pour archivage pendant 50 ans. Donc on est sur un tiers de confiance. La Caisse des dépôts, je ne pense pas que c'est demain qu'ils vont mettre la clé sous la porte, sinon on aura d'autres problèmes à se poser. Et donc, en fait, avec ça, je m'assure que même dans 50 ans, même plus que ça, on aura encore les bulletins archivés. Donc, voilà pour la démat du bulletin. Euh, c'est à peu près tout. Si je résume le processus, vous faites votre paye comme d'habitude. Au moment de la fenêtre d'édition, vous cochez sur les deux petites coches pour envoyer les bulletins de paye côté Sage Dématérialisation RH. Vous vérifiez le projet de distribution, vous ajoutez une annexe si vous le souhaitez, vous validez le projet, ça part dans les coffres forts. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est un petit peu comment on peut aller un peu plus loin et donc pouvoir archiver sur ce dossier collaborateur, sur chacun de ces collaborateurs, des données supplémentaires. Si je clique sur Margot Albertini ici, je vais avoir accès à une arborescence de documents. C'est-à-dire que ça, c'est une arborescence qui est adaptée à vous. Donc, on est capable de, bien évidemment, on est capable et vous êtes capable de l'adapter. Mais par contre, cette arborescence est la même pour tous les collaborateurs. Ce qui a l'avantage d'uniformiser le format. Et surtout que quand on enregistre un document sur cette plateforme, on va le typer. On va dire c'est un contrat de travail, c'est une pièce d'identité. Et donc, chaque type de document a une place dans cette arborescence. Ce que je vous propose de faire pour démarrer, c'est d'ajouter des documents dans un dossier pour voir un petit peu comment on fait ça. On travaille avec un système qu'on appelle de bannette. La bannette, c'est l'équivalent d'une bannette plastique que j'aurai sur mon bureau, qui n'est ni plus ni moins dans les faits qu'une adresse email, mais en fait, que je vais pouvoir, cette adresse email, que je vais pouvoir rentrer dans mon scanner, sur laquelle je vais pouvoir envoyer un mail avec des pièces jointes, et tout ça, à chaque fois que je fais une action de ce type-là, ça crée une tâche dans ma bannette, comme ici, et en fait, avec une action à faire. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, je me rends compte que Pierre Lafont m'a scanné ses documents, et donc je vais pouvoir traiter la tâche, c'est-à-dire archiver dans son dossier collaborateur. Donc là, je dois renseigner quel type de document c'est, sauf que Pierre, il est bien gentil, mais il m'a tout scanné en masse, il m'a fait un PDF pour tout, et donc là, je vais être capable, en un clic, de découper ce document en sous-documents. Et là, je fais un premier document, un deuxième document constitué de 2 pages, un troisième document, et j'enregistre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon document, très simplement, ce qui me permet de scanner en masse quand même quand je veux le faire. Là, c'est Pierre qui m'a fait ça, qui me l'a fait de cette manière-là, mais même si moi, je vais scanner en masse des documents, ça me permet de pouvoir les découper par la suite. Ici, on me demande de typer le document, on va dire que c'est un diplôme, donc là, on vient vraiment lui coller un type de document et dire que c'est Pierre Lafont. Donc là, il va me dire qu'effectivement, il fait partie de l'agence de Calais. Des raccourcis pour éviter les fautes de frappe. Et comment dire, j'ai la date, le niveau et le nom du diplôme potentiellement que je peux renseigner. Ça, c'est ce qu'on appelle des champs personnalisés qu'on est capable d'ajouter sur chaque type de document pour enrichir votre base documentaire. Là, vous le voyez, il n'y a pas d'astérix à côté du nom, comme on peut le voir ici, sur des champs obligatoires. Là, ils ont souhaité ne pas le mettre obligatoire dans ma plateforme, donc je vais sauvegarder sans le renseigner. Ici, on a la carte vitale, on va aller un peu plus vite, type de document, nom du salarié. Et là, de la même manière, il y a une date de début de validité qui est obligatoire. On la renseigne du coup. Hop. Et je sauvegarde. Et donc là, il nous reste la carte d'identité, type de document, nom du salarié. Là, effectivement, il y a une date de fin de validité qui est obligatoire. Donc là, de la même manière, on peut aller sur les champs et renseigner. Ce qui est important là-dedans, c'est que j'ai reçu un document en masse, je l'ai découpé, je lui ai donné un titre, je l'ai typé, donc j'ai dit que c'était un diplôme, et j'ai dit qu'il appartenait à Pierre Lafont. Je termine ma tâche, et donc ces 3 documents, vous l'avez compris, ce n'est pas moi qui vais les déposer dans le dossier, dans le bon sous-dossier ou dans le sous-dossier qui me semble le plus logique. C'est chaque type de document qui a une place dans l'arborescence. Donc si je retombe sur le dossier de Pierre Lafont, les documents sont partis se ranger dans le bon sous-dossier. Parce que une carte d'identité, est-ce que c'est de l'administratif, est-ce que c'est de l'embauche? On va dire que les 2 réponses pourraient être vraies, mais du coup, c'est un peu tributaire, l'organisation est un peu tributaire du gestionnaire RH qui va traiter la demande. Et ici, effectivement, je peux avoir une vue vignette qui me permet de voir un peu plus rapidement les documents que j'ai enregistrés, et je retrouve bien mes documents. Si je clique dessus, j'ai une vue aperçue du document, et différentes fonctionnalités qui s'offrent à moi. Je vais pouvoir télécharger le document forcément.
mais aussi je suis capable de le partager et le partager dans le coffre-fort de mon collaborateur. C'est-à-dire que terminer les je scanne, j'envoie par mail, ça reste dans ma boîte mail avec les données personnelles, tout ça est vraiment sécurisé. On est quand même orienté RGPD et donc on évite de garder dans sa boîte mail, dans nos messageries, des pièces d'identité, des données personnelles des collaborateurs. Grâce à ça, on est capable de l'éviter. Chose importante aussi, sur la partie droite, j'ai tout ce qu'on appelle les données du document, c'est-à-dire savoir d'où vient le document, par qui il a été déposé ici par un gestionnaire qui est Romain Léon, et j'ai une date de dépôt. Chose très importante, on est capable de gérer ce qu'on appelle des dates de péremption de documents. Je prends un exemple, le blâme. On ne doit pas le garder, un blâme ad vitam aeternam dans un dossier collaborateur. C'est extrêmement important. Il faut le supprimer à un moment donné. Donc après, tout dépend un peu des règles de société. On peut dire qu'au bout de 6 mois, le document n'a plus rien à faire. Au bout de 2 ans, pardon, le document n'a plus rien à faire dans le dossier du collaborateur. Et donc, on est capable de mettre des dates de péremption. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais enregistrer un blâme, au bout de 2 ans, le document va être considéré comme expiré et va donc sortir de la vue des gestionnaires RH. Donc là, c'est quelque chose de très important. Et également, au regard du RGPD, les cartes d'identité et autres documents personnels, il faut passer un accord avec le collaborateur sur les durées de conservation des documents, une fois qu'il est présent et également une fois qu'il est parti. Donc ça, on est capable également de le gérer en dynamique. Donc voilà pour le dossier de Pierre Lafont. Je vais être capable ici aussi de faire des demandes de documents, c'est-à-dire je me rends compte qu'il lui manque un document. Plutôt que de lui faire un mail, directement, je vais lui envoyer une demande de document, ici, avec une nouvelle demande. Et là, typiquement, en cours, j'ai sa demande de permis de conduire. Elle est en attente parce qu'il n'a pas encore répondu. Je peux lui envoyer un rappel. Et donc, en fait, sur sa boîte mail, directement, il va pouvoir uploader lui-même son document et me l'envoyer et que je n'ai plus qu'à le vérifier avant de l'enregistrer dans son dossier collaborateur. Donc, voilà pour la partie habituelle que l'on a, hein, c'est-à-dire de rentrer par le dossier du collaborateur. On rentre dans le collaborateur et puis on rentre dans son dossier, on va chercher le bon sous-dossier qui nous va bien, même si on a un petit moteur de recherche qui nous permet d'aller un peu plus vite. Ici, je vais vous montrer dans la partie documents salariés. Là, on rentre vraiment dans le cas plus d'un audit, par exemple, où je vais être capable, dans toute ma masse documentaire, donc là, on n'est pas forcément rattaché à un seul collaborateur, on a tous les documents de toute la société. Et on va être capable dans une recherche avancée, de bénéficier d'un tas de critères pour pouvoir ressortir des documents. Donc ici, moi par exemple, je vais prendre toute l'année 2015. Hop. Et là, on va lancer une recherche sur un type de document. Donc ce n'est pas un titre, un mot dans le titre qu'on va rechercher, ou potentiellement, si le document a mal été renseigné, le titre a été mal été renseigné, je vais avoir des problématiques. Non, on va vraiment chercher un type de document. Et donc, on est beaucoup plus pertinent dans la recherche. Donc, je vais prendre tous mes bulletins de paye de l'année 2015. Si vous êtes multi-établissement, multi-société, on est capable de descendre dans l'organisation pour choisir celle qui nous convient bien. Je pourrais prendre qu'une organisation, par exemple. Et bien évidemment, je peux rechercher, par exemple, sur les données héritées du salarié. Alors, est-ce que je veux que les bulletins de paye des cadres dirigeants, des personnes qui ont une clause de mobilité? Tout ça, je suis capable de le faire pour affiner ma recherche. Et c'est aussi pour ça qu'il est important des fois de mettre des champs personnalisés, comme on l'a vu tout à l'heure pour le diplôme, avec le nom, le niveau du diplôme. On a typiquement des clients qui font qui ont des chauffeurs poids lourds avec des habilitations particulières. Là, il est important de mettre des champs personnalisés avec des dates, des niveaux de diplôme ou de formation qui permettent par la suite de filtrer dessus et de pouvoir les ressortir très facilement. Donc voilà, j'ai lancé ma recherche. Donc là, je vais ressortir tous mes bulletins de paye de l'année 2015. Alors forcément, je vais être capable de les télécharger, c'est une première chose, mais surtout, je vais être capable de les partager dans un espace de partage. C'est-à-dire que là, j'ai un auditeur qui est venu, un lecteur externe, il veut consulter des documents de ma base documentaire. Même s'il est à distance, je vais être capable ici de donner, je vais l'appeler Audit 2020. Je vais dire qui dans mon équipe RH a la main sur cet espace de partage, parce que ça peut être moi, mais également une collègue, hein, Anna par exemple, qui pourrait ajouter ou supprimer les documents de l'espace de partage. Et ici, je vais mettre l'adresse mail de mon auditeur. En mettant l'adresse mail de mon auditeur, il va être invité sur une durée donnée à consulter les documents que j'ai mis à sa disposition. Donc ici, il pourra même télécharger les originaux, télécharger les duplicata, ou alors, je décoche les deux, il a accès simplement à un aperçu du document, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, je manage vraiment la data et les documents
du coup, il ne peut pas les télécharger et les avoir sur son poste. On est vraiment en mode consultation. Donc voilà pour l'espace de partage. On est aussi capable de stocker des documents d'entreprise. Documents d'entreprise, si je clique dessus, on est capable de stocker, de faire une BDES avec des droits et habilitations bien respectés, de mettre le règlement intérieur, de mettre une charte informatique, toutes ces choses-là, des documents que l'on souhaite partager avec une partie de la société. Et comme on vous l'a dit, en fait, on est vraiment capable de gérer les droits et habilitations de chacun en fonction euh, de l'établissement, de la société à laquelle il est rattaché, mais également, on est capable de lui donner accès qu'à un certain nombre de types de documents. Et pour ça, je donne souvent un exemple. J'ai un client qui souhaitait se décharger un petit peu de la tâche administrative. Il a à peu près 25 magasins un peu partout en France. Et en fait, il a souhaité, comme les managers de magasins avaient comment dire, beaucoup de recrutement à faire, en fait, il voulait que le responsable de magasin soit responsable de ses collaborateurs sur la tenue de la partie administrative du dossier collaborateur. Donc, en fait, il a donné accès à tous ses responsables de magasin à son périmètre, c'est-à-dire uniquement son magasin, et uniquement aux documents administratifs. Et du coup, le manager avait cette tâche-là et pouvait voir à tout moment la partie administrative du dossier depuis son smartphone. Et donc, il avait un petit peu cette tâche de devoir récupérer les documents, le cas échéant, si comment dire, le collaborateur ne les avait pas transmis. Voilà, c'est un exemple. On a également ici des gens du CSE potentiellement qui peuvent avoir accès uniquement à la BDES, uniquement en consultation, aux documents d'entreprise. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner quelques idées de choses qui ont été faites. Et comme on n'est pas limité, on va dire que on en parlera après, mais la partie économique de la solution n'est pas du tout indexée sur le nombre d'utilisateurs. En fait, on est vraiment sur le nombre de salariés de la société. Et ben en fait, on est capable d'ajouter autant de gestionnaires de la plateforme que l'on souhaite, avec des profils différents. Pour finir sur la partie documentaire, chose très intéressante, dans la partie statistique, donc forcément, je vais pouvoir voir combien j'ai de salariés en dématérialisation, combien de coffres-forts activés, combien de signatures j'ai faites. Ici, dans la partie documents, il y a une chose intéressante, et ça corrobore un peu l'exemple que je viens de donner, c'est que je vais être capable de dire dans toute la société, ou alors je suis capable de filtrer par rapport à des organisations, de dire je prends que quelques organisations, je vais être capable de dire, moi, il me semblerait logique que dans 100% de mes dossiers collaborateurs, j'ai un contrat de travail, j'ai une carte d'identité, j'ai je sais pas, un diplôme. Il y a des sociétés où le diplôme est obligatoire. Et bien là, je vais être capable de dire que j'ai que 42% de mes dossiers collaborateurs qui ont au moins un contrat de travail. Et je vais être capable de consulter la liste des collaborateurs qui n'ont pas de contrat de travail dans leur dossier collaborateur. Et donc là, ça me permet de mener une action en masse sur ces collaborateurs pour récupérer le document manquant. Donc c'est quand même un outil statistique qui me permet de prémunir de quelques risques sociétés sur des absences documentaires que généralement on découvre lors des contrôles ou audits. Pour finir sur la partie RH, je vous propose de signer ensemble un document. Et donc, vous l'avez compris, c'est une offre qui est intégrée dans la gestion documentaire. On s'appuie sur un gros acteur qui est DocuSign, parce que c'est le certificat DocuSign qui est le plus reconnu aujourd'hui. Et donc, au travers de ça, en fait, on a complètement intégré dans notre plateforme tout le processus de signature. Donc ici, on voit, on a une vue de toutes les signatures en cours, avec un signataire ou deux signataires sur le document, et la possibilité de faire une relance, de faire un rappel au signataire en attente. Je peux lui faire une relance à tout moment depuis mon portail, et j'ai vraiment une vue macro de tout ce qui se passe. On va signer ensemble un document, et donc en fait, ici, la première chose, c'est que je vais chercher mon document, donc on signe que du document PDF. Ici, je dis quel document je fais signer, quel type de document, avenant au contrat de travail. Des raccourcis toujours pour éviter les fautes de frappe sur le document. Et ici, on me demande est-ce que c'est un CDD ou CDI. C'est un CDI. Et je passe à l'étape suivante. C'est là qu'on va définir le workflow de signature, c'est-à-dire qui signe et dans quel ordre. Donc ici, j'ai un premier signataire. Je peux avoir un deuxième signataire, jusqu'à 5 signataires sur un même document. Généralement, on a soit l'entreprise, soit le salarié en premier. Donc comme vous l'avez compris, on tape juste ces premières lettres, on récupère les informations. Bon, moi, c'est une plateforme de démo. J'ai des petits éléments de triche dans les adresses mail. Et donc ici,
je peux avoir donc typiquement un gestionnaire, on l'a vu tout à l'heure, Anna, qui va être en charge de contresigner le document dans ce cas-là. Pour faciliter un petit peu la démonstration, on va faire qu'un seul signataire sur le document. Vous l'avez compris, dans le cas que j'avais commencé à vous paramétrer, Pierre Lafont aurait signé d'abord. Et une fois qu'il avait signé, le document sera parti dans la boîte mail d'Anna pour signature à son tour. Je passe à l'étape suivante. Ici, on va faire apparaître l'étiquette de signature, c'est-à-dire où est-ce qu'apparaît la signature une fois le document signé. Donc ici, on va la positionner à la fin du document. Et donc, je peux mettre un petit mot à mon collaborateur. Et sinon, j'envoie mon document en signature. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout paramétré. J'ai envoyé donc, pour que Pierre Lafont puisse signer. Si je retourne sur mon portail de signature, je vois bien évidemment que mon avenant au contrat est en cours de signature. Je peux déjà envoyer un rappel à Pierre Lafont. Ça n'a pas forcément de sens à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le collaborateur, de aujourd'hui à la date limite de signature, parce qu'on a une date limite, je passe un peu vite, mais qu'on a positionné au 10 juillet, c'est-à-dire 2 semaines, automatiquement, il le met 2 semaines après. Et bien, d'aujourd'hui à cette date limite, le collaborateur va être relancé automatiquement 3 fois. Et que s'il dépasse cette date limite, il sera considéré comme ayant refusé de signer le document, et donc vous serez notifié, comme quoi le collaborateur a refusé de signer. Donc ici, ce que je vous propose, en fait, je vais me mettre dans la peau de Pierre Lafont. Je viens de recevoir un SMS qui me dit, je vous le lis, j'aurais pu vous le partager, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, bonjour Pierre Lafont, tu as un document important à signer dans ta boîte mail avec l'adresse mail. Et donc là, effectivement, quand je vais dans ma boîte mail, je me rends compte que j'ai reçu un mail me disant de visionner et signer mon avenant au contrat de travail. Et donc ici, si je clique dessus, j'ai accès au portail. Chose importante, j'arrive à une page où on me demande donc par quel moyen je veux recevoir mon code d'activation. Le code d'activation, ça peut paraître fastidieux de recevoir encore un SMS avec un code à rentrer, mais c'est ce qui me permet d'atteindre un niveau avancé de signature. Il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement EDAS, qui stipule plusieurs niveaux de signature dans la signature électronique. Et pour signer un contrat de travail, il faut une signature dite avancée. Donc avancée, ça veut dire que je me suis authentifié par deux moyens. Le premier, ma boîte mail, parce que je me suis connecté à ma boîte mail pour accéder à cet espace. Le deuxième, je reçois un SMS avec un code que je dois renseigner dans le quart d'heure qui suit ou les 20 minutes qui suivent. Du coup, effectivement, je suis sûr que c'est bien Pierre Lafont, via 2 facteurs, qui va signer ce document. Donc ici, j'accède au document. Depuis mon smartphone, depuis une tablette, c'est exactement la même chose, hein. Je parcours le document, je permets de passer toutes les pages. Et je peux refuser de signer si je le souhaite. Par contre, il faut au moins 10 caractères ici pour pouvoir accéder au bouton de refus. Sinon, j'ai lu et je souhaite signer ce document. Mon acte de signature est aussi simple que ça. Le document est signé. Et donc, gros avantage de la solution, comme Pierre Lafont était l'unique signataire, mais surtout le dernier signataire, et ben, automatiquement, l'exemplaire salarié de son contrat qu'il a signé est parti se ranger dans son coffre-fort électronique. Et l'exemplaire entreprise est parti se ranger automatiquement dans son dossier collaborateur. Une chose qu'on va pouvoir aller vérifier. Si je retourne sur mon portail entreprise et que je rafraîchis ma page, ben je vais me rendre compte effectivement que la signature de Pierre Lafont a disparu parce que je n'ai plus l'action nécessaire. Dans toutes les signatures, je retrouve bien que Pierre Lafont, ben son avenant a été signé et qu'il est archivé désormais. Et donc, si je vais dans son dossier, j'ai un petit raccourci dans la partie contrat. Je vais retrouver l'avenant au contrat de travail qu'on a signé ensemble le 25 juin. Et donc, je peux parcourir tout le document et voir qu'à la fin, effectivement, à l'endroit où on a mis l'étiquette, on a bien un tampon de signature, c'est-à-dire une signature électronique avec le nom et l'eurodatage. Bien évidemment, ce n'est pas ce petit écriteau sur le document, si vous l'imprimez, qui fera foi de la signature électronique. Ce qu'il faut, c'est télécharger l'original du document. Et une fois que vous avez téléchargé l'original du document, vous allez l'ouvrir avec des logiciels gratuits comme Adobe Sign, qui est comment dire le viewer, c'est Acrobat Reader, je crois, n'importe quoi, c'est Acrobat Reader, qui est voilà les outils classiques d'ouverture de PDF. En fait, vous allez avoir un panneau de signature avec tous les éléments relatifs à la signature. Donc, si vous avez un contrôle sur une signature électronique, c'est bien évidemment le format électronique qu'il faut communiquer.
Et donc, ça me laisse maintenant le temps de vous présenter le coffre-fort électronique. Donc, je me remets dans la peau de Pierre Lafont et je vais aller chercher mon coffre-fort électronique. Donc là, j'ai cliqué sur un raccourci que j'ai sur mon ordinateur. Bien évidemment, si je suis sur Google, que je tape MyPeopleDoc, People, si j'arrive pas à taper le nom de la société, ça va pas marcher. MyPeopleDoc dans Google, j'arrive ici et j'ai bien évidemment le premier lien. Et ben, c'est le même accès, hein, c'est le coffre-fort électronique. Et de plus, troisième moyen, c'est que dans tous les mails que je reçois ici, à chaque fois que j'ai un document qui tombe dans mon coffre-fort électronique, je suis notifié par mail et j'ai à chaque fois le lien. Donc là, c'est pour le bulletin de paye qu'on a envoyé ensemble. J'ai à chaque fois le lien pour accéder aux documents dans mon coffre-fort. Et de la même manière, je vais devoir me loguer, comme on va le faire ensemble ici. Moi, j'ai enregistré mon login et mon mot de passe. Si j'ai oublié mon login et mon mot de passe, je ne dérange pas mon service RH, je ne dérange pas, je dérange personne. J'ai ici une adresse email, j'ai oublié mon adresse email, j'ai oublié mon mot de passe. C'est des moulinettes qui peuvent potentiellement créer des tickets chez PeopleDoc. Donc, c'est une trentaine de collaborateurs au service support basés à Paris qui seront chargés de l'accompagner dans sa connexion. Donc ici, je me connecte et j'accède à mon coffre-fort électronique. Donc, on va retrouver tous les documents que j'ai dans mon coffre-fort. Et en fait, à chaque fois que le document provient de ma plateforme RH, il est automatiquement typé. Vous voyez, ici, on a un avenant de contrat de travail, une note d'information, un bulletin de paye. Et en noir, j'ai les documents que je n'ai pas encore ouverts. Donc, on va pouvoir cliquer dessus et accéder à son bulletin de paye. Et donc, pouvoir le parcourir. Je peux bien évidemment, ça c'est une chose importante, on a certains clients qui ne veulent pas imprimer, qui veulent pouvoir laisser la possibilité à leurs collaborateurs d'imprimer eux-mêmes leur bulletin. Ils ont la possibilité directement ici, hein, depuis l'espace, de pouvoir imprimer leur bulletin de paye. De la même manière, ici, on a un contrat de travail, celui qu'on a signé ensemble, bah, je vais pouvoir parcourir les pages et donc bien voir que c'est bien le document qu'on a signé ensemble à 10h17 et j'ai bien le document archivé dans mon coffre-fort électronique. Romain, est-ce que tu peux juste montrer l'authentification ou la certification du document? On l'a vu, on le voyait à droite, là, sur la barre de menu. Donc, que ce soit un contrat, enfin un avenant signé, un contrat ou un bulletin de paye d'ailleurs. Voilà, effectivement. Alors, ça, effectivement, c'est le certificat de dépôt. Donc, c'est effectivement un dépôt à valeur probante. Donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Patrice. Mais effectivement, le bulletin de paye, c'est la même chose. On est certifié. Donc, ça, c'est vraiment, c'est la loi travail, hein, qui impose ça. Mais tous les documents qui sont déposés dedans, il y a un vrai certificat de dépôt. C'est un dépôt à valeur probante. On est vraiment dans le cadre légal, hein. Et après, si vous souhaitez, on est aussi capable de voir sur l'avenant au contrat, si on le télécharge ici, on est capable bien évidemment de voir voilà, il est en train de le télécharger, voilà. On est capable de voir, je pense avoir beaucoup de documents, voilà, l'avenant au contrat numéro 26, je n'ai pas, j'aurais jamais 26, comment dire, avenant au contrat dans mon coffre-fort. Et donc ici, si je vais dedans, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ici j'ai mon panneau de signature. Et donc je peux à tout moment cliquer sur ma signature électronique et voir que c'est une signature effectivement authentifiée et que j'ai bien mon panneau de signature à tout moment que je peux aller valider, où je peux valider tous les signataires et tous les éléments liés, comme quoi c'est bien une signature valable. Si vous prenez un outil de modification de document et que vous souhaitez modifier le PDF, et ben à tout moment, si vous modifiez ne serait-ce un saut de ligne, un caractère sur le document, le certificat est cassé et donc le document n'est plus authentifié. Donc voilà pour la partie coffre-fort. 6 choses importantes parce que c'est quand même super sympa pour vos collaborateurs. Bien évidemment, donc ici, comme on l'a vu, on a des étiquettes à tout moment, je peux filtrer dessus. C'est-à-dire, je peux dire, moi, c'est un avenant contrat que je cherche, c'est mon bulletin de paye. Moi, vous voyez, j'ai mis des étiquettes supplémentaires sur les années, c'est-à-dire que mon bulletin de paye, moi, je vais les ranger par année. Je peux mettre une étiquette supplémentaire et dire que c'est un 2020. Et donc, l'avantage, c'est qu'à tout moment, je peux partager à l'extérieur mes documents. C'est-à-dire que je suis sur mon smartphone, je suis chez mon banquier, j'ai un crédit à faire ou je suis parti essayer de louer un appartement et je vais avoir de la réactivité pour monter mon dossier. Ici, à tout moment, je sélectionne mes 3 derniers bulletins de paye,
mon avis d'imposition, tout ce que j'ai pu déposer dans mon coffre-fort. Je crée un espace de partage et de la même manière qu'on l'a vu côté RH, je vais être capable de partager mes documents en donnant un nom, une date de péremption et bien évidemment le mail de mon bailleur ou de mon banquier pour qu'il puisse accéder à mes datas. Donc ça, c'est un outil vraiment très sympa qui est très apprécié des collaborateurs. Merci pour votre présence à cette présentation de la dématérialisation des documents RH et des bulletins de paye. Toute l'équipe Poléap se tient bien entendu à votre disposition, Aurélie Simon et Anne-Sophie Ligoki et moi-même, pour toute question complémentaire à cette présentation. À bientôt, merci.